Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Plus du MAG. Depuis les années 1990, des dizaines de millions de véhicules d'occasion sont importés d'Europe et d'Amérique, principalement via les ports du Cameroun, du Bénin, mais aussi du Nigeria, qui représentent les principales portes d'entrée en Afrique subsaharienne. Au passage, les États engrangent des milliards de francs CFA au titre de diverses taxes, seulement pour certains contre l'environnement, mais aussi le développement du secteur africain de l'industrie automobile. Quels sont les acteurs de cette filière? Comment est-elle organisée? Mais aussi quel impact sur l'économie et le développement des économies africaines? Des éléments de réponse dans ce reportage signé de la rédaction de Vox Africa. Cotonou, la grande métropole béninoise. Sur les principaux acteurs de la ville, ce qui frappe le plus à l'œil ces derniers temps est la floraison de véhicules plus ou moins neufs, récemment immatriculés. Ces voitures d'occasion sont importées d'Europe ou des États-Unis. Et mises en circulation en Afrique, elles sont considérées comme des véhicules neufs. Et des véhicules d'occasion au Bénin, qui en sont les principaux acteurs et que deviennent après des années d'utilisation ces voitures qui nous viennent de l'Occident. Le Bénin est un pays carrefour en Afrique de l'Ouest dans le business des véhicules d'occasion. Cette affirmation vient des gestionnaires de parcs automobiles qui détiennent les statistiques du flux des véhicules importés d'Europe ou d'Amérique. Nous sommes à Sekandji, dans la commune de Sérépoudi, à quelques encablures de Cotonou. Les véhicules d'occasion importés d'Europe ou d'Amérique sont soigneusement rangés. Une fois sortis du navire au port de Cotonou, ces véhicules sont directement convoyés ici sur les packs. Toutes les gammes s'y trouvent. Ce business permet à plusieurs corps de métier de ne plus tourner la pousse. Mécaniciens, peintres et autres commerçants d'essence de contrebande s'adonnent pleinement à leurs activités. Au Bénin, le commerce du véhicule d'occasion est pratiquement l'apanage des Libanais. La majorité des gestionnaires de parcs ou d'importateurs sont de nationalité libanaise. Cela a une explication. Ici au Bénin, les Libanais représentent 80% de la filière de véhicules d'occasion. Et si nous, on n'a pas de sécurité, on ne va jamais investir quelque part. Alors, Nigeria existe toujours. Pourquoi Bénin pas Nigeria? Aussi, raison de sécurité. Nous sommes ici en sécurité. Il y a la stabilité aussi de CFA. Alors, il y a beaucoup de avantages. On ne va pas trop plonger dans les détails des avantages, mais je pense que c'était ça le choix. Si tu vois beaucoup de Libanais, ils sont venus de partout. C'est-à-dire, les commerçants de véhicules d'occasion, quand ils ont entendu que ça marche bien, ils ont commencé par venir installer au Bénin. Ils ont trouvé que c'est intéressant, il y a de facilité, il y a de rapidité, il y a de sécurité, il y a de stabilité. Ça les intéresse, pas mal d'argent. Alors, c'est de là maintenant, ces grands nombres de personnes, surtout Libanais qui sont là, pas ailleurs. C'est à cause de ça. Cette activité qu'est le business des véhicules d'occasion est florissante depuis des années. Les chiffres le démontrent. Plus de 300 000 véhicules sont importés et vendus chaque année. Le gros consommateur est le Nigeria. La filière de véhicules d'occasion au Bénin, c'est un secteur qui est très important, qui tourne bien. L'avantage de notre secteur, c'est la rapidité des enlèvements de véhicules et l'avantage de choix. C'est-à-dire un client qui a le choix d'acheter sa voiture, il a le choix de 100 000 véhicules. Alors, il y a le choix et la rapidité d'enlèvement de véhicules. C'est ça qui intéresse les clients du Nigeria. Et des fois aussi le prix d'achat. En plus, la formalité douanière aujourd'hui, l'État béninois a fixé la formalité de transit à 400 000 pour tout genre de véhicule. Voilà, ce qui est trop avantageux quand même. Alors moi, à mon avis, vous pouvez se renseigner auprès de la Ségub, qui sont les statistiques de tous les véhicules sortis de Bénin vers plusieurs destinations, pour vous rassurer qu'il y a un moyen de 25 000 véhicules par mois qui font l'objet de vente au Bénin. Que je pense, à mon avis, c'est un chiffre qui est très important. Le nombre de ces véhicules que nous enregistrons chaque année aussi est très important. Par exemple, pour ce qui concerne 2012, on a enregistré 281 234 véhicules en transit
pour d'autres destinations. En 2013, c'est 300 093 registrés l'année passée, véhicules en transit. Et cette année, jusqu'à fin septembre, nous sommes déjà à 223 771 véhicules en transit sur d'autres pays. Ces voitures à bande jaune sont en transit et vont au Nigeria ou dans les pays de l'Hinterland. Même si la majorité des véhicules d'occasion sont achetés par les Nigérians, les Béninois aussi commencent par visiter les parcs et achètent des véhicules. Conséquence, il y a plus de bouchons sur les routes. Comparativement aux années antérieures, le parc automobile du Bénin a augmenté. Les récentes statistiques en disent long. En 2012, par exemple, nous avons immatriculé 16 000 véhicules consommés au Bénin, c'est-à-dire utilisés au Bénin. 16 000 véhicules que nous avons immatriculés. Donc 16 000 véhicules se sont ajoutés à l'ancien parc qui existait. En 2013, par exemple, c'est 17 000 véhicules que nous avons immatriculés. Donc 17 000 véhicules sont venus s'ajouter à l'ancien parc qui existait au niveau national. Et en 2014, à fin septembre, puisque 2014 n'est pas encore fini, à fin septembre 2014, nous sommes déjà à plus de 20 000 véhicules que nous avons déjà immatriculés, destinés à être utilisés sur le territoire. Donc vous voyez donc que le parc s'agrandit au jour le jour. Chaque année, il y a de nouveaux véhicules, selon les statistiques que je viens de donner. Et ce n'est pas évident que un nombre équivalent de ces véhicules-là se détruise chaque année. Les rues béninoises fourmillent de véhicules, plus ou moins il y a quelques années encore. Beaucoup ne roulaient pas carrosse. Cette floraison de nouvelles voitures immatriculées au Bénin se justifie par une décision des autorités béninoises pour mettre fin au désordre. Jusqu'avant 2013, ces véhicules-là le processus d'immatriculation se faisait en 2 étapes. Il y a l'immatriculation provisoire et ensuite les gens font après l'immatriculation définitive. Mais il y a eu beaucoup de dérapages que nous avons enregistrés par rapport à ça. C'est bien que depuis 2013, l'État a supprimé les immatriculations provisoires. Donc si vous achetez un véhicule aujourd'hui et que vous voulez l'utiliser au Bénin, vous procédez à son immatriculation définitive immédiatement avant de le faire sortir. Et nous avons pris toutes les dispositions pour que le processus ne dépasse pas 72 heures, en tout cas pour ce qui nous concerne au niveau de la Direction générale des transports terrestres. À l'instar de certains pays africains, des tests existent aussi au Bénin en matière de réglementation de l'âge des véhicules à importer de l'Occident. Mais l'on note une souplesse dans l'application des dites lois. Aucune rigueur n'est encore de mise dans l'application stricte de la tranche d'âge des véhicules à importer. Pour l'heure, on roule jusqu'à finir ici sur un site de ferraille. Après un long ou court usage, tout dépend du type de conducteur qui a été au volant, les véhicules d'occasion terminent leur course africaine dans cet état. Éventrés et déchiquetés, les véhicules d'occasion, après plusieurs années d'usage ou un accident de circulation, sont vendus aux commerçants de la ferraille. Arrivé ici, la bagnole est laissée à la merci du marteau et du burin. Cette voiture de marque Nissan est une Pathfinder. Omar s'en occupe bien. Le parfum d'assise, j'ai commencé aujourd'hui. Dans 4 heures de temps, 5 heures de temps, je veux casser la voiture. Et on va arranger seulement les... On va arranger, taper ça, plier ça encore. Et peser la voiture. Oui. Mais est-ce que tu gagnes combien quand tu casses une voiture? Bon, là, on cassait la voiture à 15 000 comme ça. Ces caisses sont en voie d'être désossées. Des véhicules acquis à plusieurs millions de francs CFA sont bradés à 100 ou 200 000 francs. Les commerçants de la ferraille organisent aussi son marché. La ferraille, un autre business. Pour cash là, on peut trouver 240 ou bien 300 comme ça. 300 000 francs CFA.
Dès l'abord, quand le client cède sa voiture sur un pareil site, le véhicule est automatiquement dépiécé. Toutes les pièces non encore hors d'usage sont revendues. Ce monsieur est venu acheter les phares de cette Rover. Le commerçant de la ferraille n'a besoin que du fer qu'il va revendre à des Indiens ou des Pakistanais. Dans ce secteur d'activité sont beaucoup plus présents les Nigériens. À côté de ce genre de sites de regroupement, la précollecte des objets rouillés et autres métaux hors d'usage se fait par des ambulants avec des pousse-pousse. Une fois terminé le découpage en morceaux, toute la ferraille est convoyée sur les grands sites d'achat en gros. Ici, on charge les véhicules cassés dans des conteneurs. On travaille également les objets en fer pour en extraire la partie exploitable. C'est avec ces métaux que les nouveaux véhicules et engins à 2 roues sont maintenant fabriqués. C'est un recyclage qu'ils font. Ils nous les envoient par exemple en barre de fer ou en autre matériel que même par exemple les motos qui arrivent, vous voyez que la plupart de ces motos ne sont plus en fer. C'est diminuer, mettre un peu le fer puis le plastique après. Les partenaires directs de Francis sont des Indiens. Ce sont eux qui achètent les conteneurs de ferraille qu'ils exportent. Un conteneur bien chargé doit passer à la bascule afin qu'on détermine son poids, facteur important pour connaître le montant d'achat de la ferraille. Le Nigeria, gros consommateur des véhicules d'occasion, est aussi le grand fournisseur de ferraille au Bénin. Mais depuis que le président nigérien a interdit l'exportation de ces ferrailles dans les pays limitrophes, le commerce a quelque peu chuté. On achète de la ferraille d'ici et de quelques ferrailles qui viennent du Niger, mais ce n'est pas de la ferraille de la bonne qualité. La bonne qualité vient toujours du Nigeria. Voilà. Et ça punit un peu le marché, puisque le prix s'est effondré depuis 3 ans, 2 ans environ. Le prix s'est effondré jusqu'à ce jour. Après le pont bascule, le conteneur est prêt à être chargé dans un navire pour un voyage vers l'Inde, la Chine ou les pays des 3 dragons. Ce retour vers l'Occident, des débris du véhicule d'occasion acheté sur un pack à Sekandji prouvent que l'Afrique n'est plus le dépotoir des Occidentaux. Mais il faut nuancer. D'aucuns estiment que c'est une politique pour appauvrir davantage l'Afrique. Eux, ils gardent leurs ressources, ils ne veulent pas les utiliser et ils viennent chercher des ressources qu'ils s'en vont encore, qu'ils s'en vont encore recycler et nous renvoyer. Donc c'est une politique selon laquelle ils seront toujours les superpuissances. Le commerce des véhicules d'occasion, accompagné quelque peu de business de ferraille, apporte beaucoup de devises à l'économie béninoise. L'ex-Dahomey reste une destination importante en Afrique de l'Ouest à cause certainement de sa proximité avec le Nigeria. Mais ces différents commerces affranchissent-ils l'Afrique ou la province? Les questions restent en suspens. De retour sur ce plateau, nous entamons la deuxième partie de ce programme, une partie interactive avec 3 invités, des hommes de médias. À ma droite, Idriss Linge, journaliste agence Ecofin. En face de lui, on a Aboudi Otou, qui est journaliste, expert des APE. Et juste au fond, Philippe Soua, journaliste, analyste économique. Vous avez regardé avec nous ce reportage. Quelle est l'impression que cela vous a laissé, Idriss? Le problème de l'importation des véhicules en Afrique est quelque chose de connu et qui de plus en plus fait l'objet de plusieurs reportages en termes d'effets bénéfiques ou d'effets beaucoup moins bénéfiques. Là, on a quand même vu que c'est une filière, pour ce qui est du cas du Bénin, ce pays-là, qui est contrôlé par des personnes étrangères. Donc forcément, la valeur ajoutée qui est générée par le business, au-delà des impôts qui est payé à l'État, doit certainement être rapatriée par ces personnes qui ne sont pas béninoises, qui sont libanaises et qui servent dans les intérêts de notre pays. Et en plus, même quand les véhicules ont atteint un stade marginal, c'est-à-dire le stade où on ne peut plus rien faire avec, on désosse de véhicules et la bonne partie repart dans un autre pays étranger qu'est l'Inde, qui par la suite se propose de fabriquer des véhicules low cost qui vont être revendus
en Afrique. Donc je pense que c'est un sentiment mixte. Hein. C'est de dire que quelque part, peut-être l'Afrique, ou alors a raté pendant longtemps, l'opportunité de tirer avantage d'une situation qui au départ était défavorable pour les marchés européens. Ok. Je me retourne vers toi, Aboudi. Quel est l'état des lieux de l'importation des véhicules d'occasion en Afrique? Alors, il faut dire que les chiffres en ma possession font état d'environ 4 millions de véhicules importés d'Europe. C'est des chiffres que j'ai. Je connais moins le marché américain. 4 millions de véhicules par an d'importation, d'occasion importés d'Europe. Donc je crois que c'est quand même un volume très important. D'ailleurs, l'autre indicateur, c'est que les véhicules, hein, c'est le troisième produit importé d'Europe, le troisième produit d'importation pour l'Afrique. Par exemple, en 2011, c'était un marché de 44,8 milliards de dollars. En 2012, 52,1 milliards de dollars. En 2013, 48,8 milliards de dollars. Donc, c'est un marché, ma foi, important. Si l'on ramène ça au PIB de l'Afrique, c'est vrai que ce n'est pas important en termes, si on prend le marché mondial de l'automobile, mais si on ramène ça au PIB de l'Afrique, c'est un marché important. Oui, tu le dis, Aboudi, c'est important. Philippe, est-ce que l'Afrique importe trop de véhicules d'occasion? Non. Et je crois qu'il faut peut-être éviter d'être alarmiste sur la question, parce que il y a un besoin, celui de la mobilité, et on n'a pas toujours sur le continent une hausse en termes de production locale qui permettent d'assurer les besoins en termes de mobilité. Je ne parle pas seulement de la mobilité des individus, mais je parle de tout ce qui est transport de fret, tout ce qui est transit. Et il faut bien donc qu'on puisse régler ce problème. Ensuite, il ne faut pas, je crois, peut-être aborder la question avec cette pointe morale qui fait qu'on perçoive toujours le véhicule de seconde main, parce que si bien même nous ne parlions que de véhicules neufs, je crois que ça ne poserait de problème à personne, mais même les véhicules de seconde main, il ne faut pas toujours les aborder avec ce regard moral ou moralisateur qui le perçoit d'emblée comme un danger, parce que, compte tenu... Peut-être qu'on le regarde ainsi parce que sa période de vie est déjà amortie. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Sa période de vie, très souvent, est amortie lorsque le véhicule est déjà sur le continent. Mais la plupart du temps, quand vous regardez le changement de gamme, par exemple en Europe maintenant, au bout de 3 ans, on a changé une gamme. Et le véhicule est encore en plein dans sa durée de vie. En même temps, le niveau d'agressivité des véhicules dans un environnement comme l'Europe, les États-Unis, le Japon, n'est pas le même en Afrique. Et donc, on change en fonction d'un certain nombre de standings en termes de confort. Pas toujours parce qu'en termes de mécanique, il y a quelque chose de déficient. Je veux dire qu'un véhicule n'ait pas de GPS. En Europe, aujourd'hui, c'est un problème. Enfin, vous imaginez que le GPS chez nous, même pour l'armée, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc, il ne faut pas voir parce qu'on décide qu'une gamme, il faut maintenant qu'elle soit équipée de GPS ou de caméras de recul. Et donc, ou même en termes de taux de pollution, le rejet si on décide de le retirer du marché en Occident, que forcément on doit le retirer chez nous. Parce qu'en termes de capacité essentielle, le freinage, la motricité, la charge utile, j'ai même envie de dire le confort. Quand on voit dans quelles conditions les gens se déplacent chez nous. Donc moi je suis plutôt réaliste et pragmatique sur la question et je dis on n'importe pas trop. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est de suivre, c'est-à-dire que autant accepter d'importer, mais de retirer progressivement, parce que l'embêtant, c'est que chez nous, vous avez un véhicule de seconde main qui arrive et qui fait encore 25 ans. Justement, là, tu es en train de me dévancer. Je voudrais poser la question de savoir, est-ce que cela ne fait pas de l'Afrique le dépotoir
du marché des véhicules? Non, je sais pas, mais je pense qu'il faut bien suivre l'analyse de Philippe, qui est assez importante. Il n'est pas allé plus loin d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre que les premiers consommateurs aujourd'hui des véhicules d'occasion qui ressortent des marchés européens, c'est pas forcément l'Afrique. Ça, il faut quand même le dire. C'est d'abord l'Europe elle-même aujourd'hui, notamment pour des pays où les revenus sont limités, comme la Pologne, la Roumanie, l'Albanie et tout le reste. Bien qu'il y ait des structures de montage dans ces pays-là, il a été aujourd'hui développé une chaîne de valeur qui consiste à faire du recyclage des véhicules. D'ailleurs, l'expression la plus forte de cette nouvelle tendance, peut-être que les jeunes la connaissent, c'est l'émission de MTV Pimp My Ride, où un garagiste de East Coast, les gens écrivent pour qu'on prenne leur vieux véhicule et qu'on aille leur redonner une seconde vie. Cela est devenu carrément toute une chaîne de valeur. Et donc, dire que l'Afrique est la poubelle, c'est un peu comme si les Européens décidaient que tout ce qui n'est pas bon pour eux, ils vont la reverser chez nous. Il existe une filière de poubellisation, si je peux utiliser le mot, de l'Afrique et des autres parties du monde par les économies occidentales. Ça, c'est vrai. Nous avons beaucoup de scandales. En Côte d'Ivoire, au Ghana, nous avons pas mal d'histoires là-dessus. Mais pour les véhicules, effectivement, tu vois, il semble finalement que il y a eu une émergence d'une classe moyenne qui a stagné à un certain moment en Afrique. Et du coup, aujourd'hui, les indicateurs de réussite, c'est avoir un boulot, une femme, une maison. Une voiture. Et surtout une voiture. Je vous prends mon cas, moi je vais encore à pied. C'est un scandale pour beaucoup de gens qui se disent, mais attends, un grand journaliste comme toi, tu vas encore à pied. Et je vais combattre cela. Alors aujourd'hui, si je vais acheter un véhicule, la différence avec les pays européens, c'est que le crédit à la consommation est une effectivité. On fait d'ailleurs la promo du crédit à taux zéro. Par contre, et voyez quand vous voyez les publicités des voitures dans les chaînes françaises, on vous dit vous pouvez avoir telle nouvelle voiture très high-tech à partir de 100 € par mois. Mais si vous voulez avoir un véhicule au Cameroun, au Bénin, ou n'importe où, la preuve au Bénin, où on importe le max des véhicules, 60% des gens vont en moto. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour ça. Donc du coup, imaginons le cas du Cameroun par exemple, vous voulez acheter un véhicule, vous devez payer comptant. Et ce n'est pas toujours évident pour les gens de mobiliser 8 millions pour payer un véhicule. Donc est-ce que l'Europe fait de l'Afrique sa poubelle? Je pense que c'est un concours de circonstances où finalement plusieurs acteurs tirent leur avantage. Mais comme les gouvernements africains sont toujours en retard sur l'organisation et la structuration des activités économiques, c'est négativiste. Ok. Oui, en fait, ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a quand même une demande, puisque les chiffres que j'ai montrés tout à l'heure montrent qu'il y a une demande. Mais même si je suis d'accord avec Philippe et Idriss sur le fait qu'il y a un ensemble de difficultés qui limitent le pouvoir d'achat au niveau de l'Afrique et qui peut justifier qu'on ait recours à des voitures d'occasion, on peut pousser l'analyse plus loin. C'est-à-dire que, puisqu'on a identifié un besoin, comment l'Afrique s'organise pour offrir une alternative en matière d'approvisionnement en véhicules à ces populations à un coût réduit? Est-ce que la seule alternative, c'est l'importation de véhicules d'occasion? Il me semble que non. Il me semble que non. En tout cas, tel que c'est fait là aujourd'hui, il me semble qu'on peut faire mieux. On peut adresser la question d'une autre façon. Je crois que c'est la solution la plus paresseuse, de mon point de vue, que les gouvernants africains ont développé. Parce que, certains estiment que les marchés ne sont pas importants pour pouvoir développer une industrie localement. Je dis que les marchés ne sont pas importants si on les regarde tels qu'ils sont segmentés aujourd'hui. On va justement en venir sur la problématique du développement de l'industrie automobile africaine. Mais avant, je voudrais poser une question. Est-ce qu'au final, le véhicule d'occasion s'avère moins cher? Bon, je pense que on peut voir la question de deux façons.
même si c'est plus cher, il y a l'amortissement, puisqu'on paye, la... Ça fait que ça demande plus d'efforts en termes de mobilisation de capitaux. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'en Afrique, on paye la voiture comment? Rarement, le crédit est étalé sur une durée. On paye cash. C'est-à-dire que si je veux avoir une voiture neuve de 30 millions, je dois avoir les 30 millions dans un sac pour payer un véhicule. Vous comprenez? Or, avec la voiture d'occasion, il me faut mobiliser moins d'argent. Même si ça va me coûter cher plus tard, comme c'est étalé sur le temps. C'est effectivement une question de coût d'opportunité. Voilà, Par exemple, si vous voulez prendre, c'est ce qu'il dit Aboudi, si vous voulez prendre un véhicule et faire le transport entre, je prends le nom d'un village camerounais, Akom 2 et Ebolova, ok? C'est une route totalement mauvaise, il vous faut un véhicule d'un type qui n'a pas de GPS, ça c'est sûr, et qui n'a pas les derniers gadgets électroniques. Vous n'avez pas besoin de ça. Et du coup, vous pouvez aussi acheter le dernier véhicule, dernier cri et tout qui coûte 27 millions. Mais à l'immédiat, vous n'avez pas les 27 millions et vous ne les trouverez nulle part. Alors, le peu d'argent que vous avez vous permet par exemple d'acquérir un véhicule d'occasion qui en plus peut vous permettre de mener l'activité à laquelle vous aspirez. En termes de gain d'opportunité, effectivement, le véhicule d'occasion ne coûte pas plus cher. Et même finalement sur la durée, parce que ces véhicules sont utilisés au-delà de ce qu'on appelle l'utilité marginale. Je vais vous expliquer. Normalement, quand vous achetez un véhicule, vous supposez qu'au bout de 5 ans, franchement, l'envie de l'avoir, vous l'aurez bien utilisé, etc. Mais chez nous, parfois, l'utilité d'un véhicule est prolongée sur les 20, 15 prochaines années. On l'utilise à l'extrême. Donc, du coup, pour calculer vraiment le coût de cherté des véhicules en Afrique, il ne faut pas seulement voir que, ouais, on achète des véhicules, après il faut acheter des pièces détachées. La pièce détachée fait partie intégrante de maintenance. En Europe, quand vous avez un véhicule, vous êtes obligé de faire de la maintenance. C'est-à-dire, aller faire la visite, c'est au moins 200 €. Payer le parking, c'est au moins 300 €. C'est toutes des choses qu'on n'a pas chez nous en Afrique. En Afrique, tu gares dans un village, tu gares. Personne ne va venir t'embêter. Philippe, tu as une réaction? S'il te plaît. Il y a quelque chose qui ne ressort pas dans l'évaluation qui a été faite par Idriss, c'est que Idriss évalue les coûts directs, économiques directs. Mais en termes de... Prenons la sécurité routière. Alors, les voitures d'occasion sont un problème qui génère des coûts importants. Parce que, oui, excusez-moi de dire, des gens meurent. Parce que je l'ai vu venir. Non, il faut analyser les questions de manière... l'impact global sur l'économie. Oui. Parce que quand un citoyen bien formé pendant des années décède dans un accident de circulation dû à une défaillance technique parce qu'on a importé une voiture de mauvaise qualité ou qu'on n'a pas un système de suivi qui permet d'imiter, de sortir du marché en fait les voitures. D'ailleurs, quelqu'un a dit que... Bon, mais je te rappelle que des constructeurs automobiles européens ou japonais ont rappelé des véhicules à cause des problèmes de freinage. Ça, c'est des véhicules neufs. Mais dans ce cas précis, des véhicules d'occasion ont forcément déjà des tares au niveau des pièces. Parce que s'ils sont occasion, ils ont été utilisés. Du coup, peut-être que même la sécurité a été revue à la baisse. Non, mais je crois que c'est ce que... Justement, peut-être Philippe, je crois qu'il faut faire attention. Ce sont des véhicules qui roulent. C'est que pour... Bon, est-ce que l'essentiel, donc, c'est que le véhicule doit rouler? Non, c'est la rigueur de la réglementation ou bien les promotions. Vous savez qu'en Occident, lorsqu'une gamme est sur le marché, le constructeur fait de la promo, vous dit, vous me ramenez votre ancien véhicule, je vous en donne un neuf, par exemple. Et il envoie l'autre à la casse. Ce n'est pas que le vôtre était sous cale. C'est juste qu'il a de nouvelles marques sur le marché. Il veut promouvoir un certain nombre de choses en termes d'innovation. Donc, il vous incite à vous débarrasser de l'ancien. Il faut alimenter. L'industrie automobile vit de la croissance des ventes. Et il a raison, Philippe. Il faut alimenter. Mais maintenant, il faut évaluer la rigueur même de la régulation d'utilisation. Oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'un véhicule, vous verrez qu'un véhicule qui a été utilisé pendant 10 ans en Allemagne,
il peut être très très neuf d'ailleurs, hein, parce que la moindre défaillance est réparée par une pièce tout aussi neuve, quoi. Vous voyez, il n'y a pas vraiment... Vous savez, après, il faut évaluer quel est l'âge de vieillesse d'un véhicule en vrai. Non, vous voyez, je crois qu'il faut dissocier. J'ai dit c'est ici que les véhicules deviennent maintenant dangereux, au sens de ce que... Parce qu'on ne fait pas la vidange. Précisément parce que quand ils arrivent, ils sont dans un état, disons, encore acceptable. Mais la négligence, aussi bien des propriétaires que des différentes administrations en charge de veiller maintenant sur la sécurité des personnes, et tout le reste, font en sorte que précisément, quelqu'un qui devait faire la vidange au bout de, je ne sais pas moi, 5000 km, se retrouve à ne pas la faire au bout de 10 000 km. Et le jour où un accident arrive, vite, on va bien constater qu'il y avait un défaut de visite technique. Que les gens ici se retrouvent au volant sans avoir de permis de conduire, ce qui ailleurs est impensable, n'est-ce pas? Ce ne sera pas la faute du véhicule. Et que les gens ont des problèmes d'éclairage, de tout ce qui est panne électrique et tout le reste là. Donc, il faut dissocier ce type de véhicules de seconde main qui sont déjà sur notre marché. Donc, si vous prenez un véhicule qui a déjà fait, disons, 5 ans en Occident, qui arrive ici, et qu'on devrait, nous, sortir maintenant du circuit au bout de 5 nouvelles années, donc le véhicule a fait à peu près 10 ans, vous n'avez aucune raison de justifier pourquoi, si je prends le cas du Cameroun, notre parc automobile qui fait le transport interurbain a une moyenne d'âge de 15 à 20 ans. Ce n'est pas parce que ce sont des véhicules d'occasion, mais c'est que c'est des véhicules qui sont censés être retirés depuis parce que précisément ceux qui les ont acquis, ont amorti, sont censés acheter de nouveaux véhicules. Et n'ont pas les moyens de le faire. Et ils n'ont peut-être pas les moyens de le faire. Non, pas qu'ils n'ont pas. Il y a. Parce que les constructeurs, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont rendus compte de quoi? Que ce qui renchérissait le coût des véhicules, c'est tous les gadgets qu'ils mettent dedans. C'est pour ça que certains font des véhicules pour les marchés où le pouvoir d'achat est moindre. Bon, on ne va pas citer de marque, mais vous avez vu une marque française faire des véhicules, j'allais dire, à moindre coût, destinés précisément pour les marchés comme les marchés africains. Pour essayer, parce que, effectivement, ils se sont rendus compte que quand les véhicules d'occasion arrivaient, ça empêchait les gens qui aspiraient à acheter des véhicules neufs de se doter de véhicules. Et donc, du coup, ils ont voulu faire des véhicules neufs à un prix pas tout à fait compétitif, mais acceptable, de manière à se jouer maintenant sur le fait que entre un véhicule d'occasion que vous prendrez avec les risques ou bien la hantise qu'on peut développer là, et un véhicule neuf qui vous demanderait un petit supplément financier, vous aurez quand même le goût d'avoir un véhicule neuf plutôt qu'un véhicule d'occasion. Il y a Aboudi là qui semble ne pas d'accord. Parce que, en fait, le développement de Philippe, il est dans l'idéalisme. Moi, je veux revenir dans la factualité. C'est-à-dire, ce n'est que très récemment qu'on a commencé à limiter, enfin, à décourager l'importation des véhicules d'un certain type d'âge. Il a réduit les... Oui. Jusqu'ici, quelqu'un aurait pu aller en Europe, prendre un véhicule de 30 ans, l'amener sur notre marché. Ce n'était pas interdit. Oui. Donc, il faut me donner des statistiques qui montrent que le parc automobile est le plus de véhicules d'occasion et dans la fourchette des âges que vous évoquez là. Non, je pense à Boudiké, d'abord, il faut faire l'amalgame. Il y a beaucoup de véhicules en Afrique d'occasion, notamment ces espèces de bus qu'on retrouve dans les grandes villes africaines, Cotonou, Douala, Dakar, Abidjan, peut-être pas Abidjan, je ne me rappelle pas, mais qui viennent d'Asie du Sud-Est. Hein, il ne faut pas non plus mélanger le tout. Et c'est des voitures tropicalisées. J'ai d'ailleurs rencontré le DG d'une entreprise chinoise qui tropicalise des voitures chinoises pour les revendre sur le marché africain. Et son business marche très bien. Je ne vais pas donner le nom de l'entreprise. Donc il ne faut pas confondre. Il y a une grosse part des véhicules d'occasion qui viennent déjà d'Asie. Ça, il faut le noter. Maintenant, revenons quand même sur les standards. C'est-à-dire que, au final, nous avons une classe moyenne, comme je disais, qui grandit et qui a besoin d'accéder à un type de confort. Un type de confort, par le GPS, la musique insonorisée, V14 et tout ça. Voilà. Donc, du coup, la seule possibilité pour eux de véritablement
acquérir une automobile, c'est effectivement d'avoir des véhicules qui ont déjà eu un type d'utilisation, mais qui ne sont pas abandonnés parce qu'elles ne sont plus viables. Parce qu'il faut quand même comprendre que le cadre d'utilisation des véhicules en Europe est un cadre extrêmement contrôlé. Oui, mais pourquoi une fixation sur l'Europe alors que vous venez de démontrer que les véhicules d'occasion viennent de partout? Non, parce qu'on parlait de bon, l'Europe. je crois que jusqu'ici, le gros des véhicules importés en Afrique viennent principalement d'Europe et ensuite d'Amérique. À usage personnel, oui. Justement. Oui. Voilà. Maintenant, donc, avant d'aborder un deuxième aspect, notamment l'impact économique de cette filière, on va prendre une petite transition. De retour sur ce plateau, nous allons parler maintenant de l'impact des filières d'importation des véhicules d'occasion en Afrique. Il faut peut-être le dire, ce sont des filières qui sous-tendent d'autres, notamment la vente des pièces détachées. Oui, mais peut-être qu'avant les pièces détachées, il faut d'abord relever, et je crois que votre reportage a bien planté le décor, que dans une large mesure, c'est une filière qui échappe, n'est-ce pas, aux nationaux africains. Ensuite, c'est une filière qui n'est pas particulièrement régulée, n'est pas structurée. Tout au plus, chacun arrive en Occident, essaye de récupérer ce qu'il peut et ramène sur le continent et essaye de vendre comme il peut. C'est un problème parce que il y a certes les taxes que les États peuvent récupérer, mais après on s'est rendu compte que c'est une filière, à cause de ce manque de structuration, qui charrie un certain nombre de risques. Par exemple, en termes de criminalité financière, en termes de blanchiment d'argent. Et donc, il ne faut pas, en tout cas moi je ne vois pas d'abord la filière de pièces détachées. Nous n'en fabriquons pas sur le continent. On importe également. Oui, nous en importons. Et même ce marché des pièces détachées peut, dans une certaine mesure, être, comment dire ça, de refuge, toujours dans la logique de la criminalité. Parce que j'ai écouté tout à l'heure et je n'ai pas compris comment, dans le reportage, vous achetez un véhicule, je prends à 1 million de francs CFA pour nous ici, ou bien 6 500 000, donc à peu près 1 million d'euros, non, 100 000 euros. 100 000, quelque chose comme ça. 10 000 euros. 10 000 euros pour ceux qui nous écoutent ailleurs. Et que vous alliez le vendre à un dessousseur ou à un casseur pour une bouchée de pain. Je veux dire que quand bien même il est socal, il garde une certaine valeur qui dépasse le prix que moi j'ai suivi. Mais cela ne s'explique souvent que parce que ce sont des véhicules volés. Et donc, il y a, en termes d'impact, un besoin que les États suivent de très près, n'est-ce pas, cette filière. Mais ça, c'est parce que, et comme Aboudji l'a dit lors de la première partie, c'est parce que ce n'est que maintenant que les États essayent d'appréhender la question en termes de filière. Je dis que les États se contentaient juste de savoir qu'un véhicule est entré, d'évaluer la valeur et de l'imposer. Et puis, on voulait plus savoir la suite. Mais ce n'est que maintenant parce qu'il y a cette logique de filière. Et quand on va entrer dans cette logique de filière, c'est en ce moment qu'on peut maintenant se rendre compte qu'il y a des enjeux qu'il faut capitaliser. On a vu tout à l'heure cette ferraille qui repart en Inde, alimenter des industries dont on a besoin sur le continent. Il y a des fonderies. Je prends le cas du Cameroun. Justement, on va en arriver, Philippe. Je voudrais savoir, il y a eu une actualité qui a évolué. Les gouvernements africains ont signé en majorité les accords de partenariat économique qui prévoient une intensification et une suppression progressive des barrières douanières. Est-ce que si ce ne serait pas par hasard un coup d'accélérateur donné à cette filière? C'est clair, puisque les chiffres montrent que le coût du véhicule va baisser en moyenne d'environ 40%. Ouais. Mais bon, ça va baisser autant pour les voitures neuves que pour les voitures d'occasion. En tout cas, toutes les voitures importées d'Europe
Parce qu'il faut bien cibler, parce que ce n'est pas tout le... Justement, les APE ne concernent que les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Afrique. Bon, l'Afrique pas, enfin, parce qu'il y a des pays africains qui n'ont pas adhéré à ces accords. Oui. Ils sont même très nombreux. Hein. Pour l'instant, on a... je crois qu'il n'y a que les accords d'étape qui sont mis en œuvre. Hein. Donc, notamment l'accord avec le Cameroun, celui avec le Ghana, celui avec la Côte d'Ivoire, et il y a d'autres pays d'Afrique australe, d'autres pays, notamment un autre pays, notamment l'île Maurice. Donc, en fait, les pays qui appliquent actuellement cet accord de libre-échange ne sont pas très nombreux, donc on ne peut pas... Mais c'est les plus importants, de toute façon. Bon, enfin, si Côte d'Ivoire, l'île Maurice... Enfin, sur 52 pays... Non, après c'est le volume d'activité économique. Je suis d'accord, mais bon, on ne va pas dire que ça concerne l'Afrique. Donc on peut nommer les pays précis qui sont engagés dans... Tout de moins, donc, quel impact de la signature de ces accords? Je n'avais pas fini. Je disais que ça va réduire le coût des véhicules importés d'Europe d'au moins 40%. Donc ça va rendre ces voitures plus compétitives sur le marché africain. N'est-ce pas? Voilà le premier impact. Chacun peut apprécier si c'est positif, si c'est négatif, en fonction de sa position. La deuxième chose, c'est que ça peut aussi être une opportunité au développement d'une industrie locale de l'automobile. Hein? Notamment dans l'aspect qu'évoquait Edith tout à l'heure, l'aspect du recyclage. Si on peut désormais importer des véhicules à moindre coût, on peut donc prendre le surplus du coût qu'on économise à cause de la suppression des droits de douane, réinvestir ça pour améliorer la qualité des voitures qu'on a importées, pour les recycler et donc créer notamment de l'emploi. On peut aussi réfléchir dans le sens d'acquérir les machines. Il y a une troisième partie justement qui sera réservée aux alternatives. Okay. Là, on en viendra. Voilà, Idriss, je voudrais savoir, que deviennent en fait en Afrique les véhicules importés? Et je te l'ai dit, l'Africain n'a pas pour habitude de changer son véhicule parce qu'on a ajouté le GPS, sauf des Africains très très sélects et qui ne sont pas très très nombreux en Afrique subsaharienne. Toujours est-il qu'à un moment donné, ces véhicules deviennent complètement inutilisables? Nous, c'est un problème fondamental et en principe, toute la politique de gestion de la mobilité doit intégrer la question que tu poses. Normalement, les ministres de l'environnement et tout le reste d'Afrique doivent s'interroger. Que nous ayons des structures de production locales de véhicules, ou que nous importions, nous recyclions, ou que nous importions, nous ne recyclions pas, à la fin, la question c'est, au bout de 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire de ces véhicules? Plus qu'en plus, on est le dernier maillon de la chaîne. Et exporter ça ailleurs. Ou alors peut-être parce qu'on utilise ça à l'utilité marginale plus, personne ne peut vouloir acheter ce véhicule. Donc c'est une question fondamentale et je pense qu'il de plus en plus se pose dans certaines conférences internationales, c'est que nous sommes effectivement avec ces véhicules, non pas en train d'importer des déchets, comme tu l'as fait remarquer, mais plutôt en train d'importer des choses qui deviendront bientôt des déchets et qu'on n'a pas pensé à gérer. C'est pas que c'est vrai pour les véhicules, c'est vrai pour les téléviseurs, c'est vrai pour les ordinateurs. C'est une réalité aujourd'hui en Afrique. Comment est-ce qu'on va faire dans 20 ans lorsque tous ces véhicules qu'on a importés aujourd'hui seront démodés et qu'on ne pourra pas revendre dans un autre marché périphérique parce que notre manière de consommer n'incite pas à la reprise en fait. Philippe, est-ce que ce ne serait pas par exemple le départ d'un nouveau marché, celui du recyclage? Non, non, parce qu'on n'est pas dans cette logique, parce qu'on n'a pas l'outillage pour le recyclage. C'est-à-dire que... On n'a même pas l'état d'esprit du recyclage. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà... Parce que si on avait l'état d'esprit, on se donnerait les moyens pour pouvoir le faire. On n'y pense même pas. Parce que pas dans nos politiques publiques. On n'aborde pas la question en termes de filière, et donc de savoir à quel niveau nous nous situons pour savoir qu'est-ce qui reste.
on ne peut pas capitaliser cela. C'était, enfin, les véhicules ne posaient pas de problème à un certain moment. Ce qui fait le plus problème maintenant, c'est les matériaux qu'on utilise pour les fabriquer. Avant, c'était l'aluminium, c'était du fer, qu'on pouvait facilement recycler. Maintenant, quand vous avez des fibres carbone, c'est du papier, mais qui ne se dégrade pas, n'est-ce pas, qui n'est pas biodégradable. Donc, vous pouvez souder, faire ceci, reprendre la tôle, utiliser à d'autres fins. Bon, on peut même la fondre et maintenant utiliser pour, je ne sais pas moi, le bâtiment et tout ça. Mais avec les matériaux composites qu'on utilise maintenant et toute la technologie qui vient avec tout l'électronique qui vient là, c'est là le plus grand danger. Mais justement, que deviennent donc ces véhicules en Afrique? Pour l'instant, ils sont utilisés à l'extrême. Je veux dire, quand vous regardez les véhicules qu'on voit dans les villes et les zones rurales africaines, vous comprenez que le problème ne se pose pas encore parce que l'utilisation est encore effective. C'est-à-dire que jusqu'à l'extrême, vous avez des véhicules qui sont rafistolés avec du tissu, du caoutchouc, et tout ça, mais on l'utilise. Ce n'est pas encore un problème. Non. Mais effectivement, viendra ce problème. Ce n'est pas encore un problème environnemental, mais c'est un problème... Oui. Non, je veux dire... de sécurité. Non, je vais vous dire. Il y a un problème environnemental. Oui, Idriss disons que nous... Idriss n'a pas fini son propos. Non, je vais dire. Il y a aussi un problème de perception du véhicule. Vous savez, si vous prenez... Philippe, tu as raison. Si vous prenez un véhicule qui a le GPS, vous mettez sur la route d'un village africain, subsaharien, il y a des chances que les paysans ne rentrent pas là-dedans parce qu'ils vont se demander si c'est pas de la folie. Donc, du coup, pour le moment, le type d'attente que les Africains, dans leur immense majorité, près de 50%, les plus pauvres et les très pauvres ont du véhicule, c'est que le véhicule les transporte d'un point A à un point B. Donc, du coup, la capacité d'absorption de ce type de marché pour des véhicules de cette catégorie reste grande. Et de toutes les façons, un véhicule qui a moins d'âge que celui qui est là actuellement reste le bon véhicule. Mais tu as raison, viendra le moment, notre classe moyenne grandit, notre capacité à produire augmente parce que des pays comme l'Afrique du Sud avaient pris le lead, mais n'ont pas inondé les marchés. Mais le Maghreb, notamment le Maroc, est en train d'adopter une stratégie. Et même aujourd'hui, le Nigeria, le Cameroun aussi, il faut le dire, ils pensent à faire des véhicules montés au Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc il viendra dans un moment où ces véhicules d'occasion ne seront plus intéressants, même du point de vue des APE, Aboudi. Pourquoi? Parce qu'une fois que les APE auront ramené le prix des véhicules neufs au prix auquel tu peux avoir un véhicule d'occasion, cette filière ne sera plus intéressante pour ceux qui la font. Donc du coup, on va se retrouver donc avec un stock de véhicules qui sont devenus des véritables poubelles. Et la question c'est comment est-ce qu'on va les gérer? Je t'avoue que c'est une question intéressante, mais je crois, quand je suis les discussions sur la gestion durable et tout ça, que c'est des problèmes fondamentaux sur lesquels on n'a pas encore adopté de solution. Et je pense que, peut-être pour sortir, une voie, c'est commencer à penser à taxer les véhicules d'occasion très cher. C'est le cas au Cameroun, où on taxe très cher. Mais cette taxe ne doit pas servir à remplir les caisses de l'État et dire qu'on a réalisé des trucs fiscaux. Mais ça doit être une taxe qui est mise dans un fonds spécial qui, par la suite, sera utilisé pour gérer le passif environnemental éventuel. Mais comme il a dit Philippe, nos dirigeants n'y pensent pas et c'est malheureux. Le jour où le problème se présentera, on va gérer ça comme à l'africaine, avec beaucoup de fatalité et de naïveté. Philippe, tu avais une réaction? Oui, le problème, je veux dire, il y a déjà des indices de problème. Parce qu'il y a un type de déchets qui sont issus de ces véhicules dont on ne sait pour le moment quoi en faire. Je prends les pneus usés, par exemple. Nous, là, pour le moment, on les raccommode autant qu'on peut. Et après, on les jette à la poubelle. Les entreprises qui sont chargées du ramassage d'ordures... Ne font pas le tri d'ordures chez nous. N'est-ce pas? Et donc, à un moment, plus qu'on les enfuit, mais vous mettez un pneu sous terre, dans un siècle, vous revenez, il est là. N'est-ce pas? Donc, bientôt, de temps en temps, on le brûle, et puis ça fait ce que ça fait. Donc, ce n'est pas encore, compte tenu du parc qui est assez limité.
encore. Donc, les rejets en termes de pneus. Par contre, là où il y a un danger, c'est que dans la stratégie d'industrie ou d'industrialisation, on n'a pas intégré cela. C'est-à-dire que quand on dit des fonderies, on veut mettre une fonderie, et en même temps on autorise que la ferraille parte de chez nous pour un pays étranger, si même c'était un pays voisin, mais pour l'Inde ou la Chine, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était un moyen, la fonderie, c'était un moyen, j'allais dire, de nettoyer, d'aspirer ce qui pouvait l'être. C'est pareil pour si on avait une usine ici pour monter des machines, en tout cas tout ce qui est high-tech là, compte tenu de ces ordinateurs et ce qu'on pouvait récupérer. C'est pareil si, au lieu d'exporter notre caoutchouc à l'état brut, nous on produit du caoutchouc au Cameroun, je crois le Gabon un peu et d'autres pays, si au lieu de produire simplement du caoutchouc, on tenait compte de ce que produisant du caoutchouc, on n'a plus besoin que les véhicules d'occasion, surtout, viennent avec des pneus, puisque c'est la même chose. Donc, on inciterait que ce soit le producteur de caoutchouc ou bien quelqu'un d'autre d'entrer dans cette filière, de produire, sachant qu'il y a des véhicules qui arrivent, mais on peut évacuer un certain nombre, un peu quand vous commandez un avion, ça vient rien que la carlingue. Hein. Après, maintenant, il y a d'autres structures pour habiller, pour faire ci. Mais si vous avez ces structures, on vous envoie la carlingue, et puis vous habillez sur place. Donc, ça permet l'essentiel. On a un besoin, des éléments pour transporter les gens, transporter la marchandise, et ainsi de suite. Mais compte tenu de ce que nous savons, qu'il y a des effets négatifs, autant que faire se peut, on peut limiter en triant à l'entrée ou bien à partir de là-bas, on peut dissocier, plus que en Occident, si on prend ce cas, on peut dissocier et donc retirer les choses dont on n'a pas besoin. Et c'est à ça que servent les ports. Je veux dire que dès qu'on édicte une réglementation, on dit un véhicule entre maintenant, si c'est un véhicule de seconde main, plus de pneus, plus de ceci, plus qu'on en aura plus besoin, autant mieux utiliser les pneus neufs. Et tu parlais tout à l'heure de sécurité routière. Une bonne partie du problème de freinage, c'est la qualité des pneus. Vous avez embrayé sur une thématique qui sera la dernière de cette édition. L'importation des véhicules d'occasion en Afrique, quelles alternatives? Vous avez évoqué, je crois, tout à l'heure, la question d'ajouter de la valeur aux voitures d'occasion. Oui, mais aussi le développement de la filière locale. Oui. On a eu plusieurs projets, comme par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire, même au Nigeria, en Afrique du Sud. Mais on a l'impression qu'en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne, pardon, les usines de fabrication de véhicules ne prennent pas encore. C'est quoi le problème? Bon, je crois que les problèmes sont multiples. Le premier problème, la voiture, c'est une question de maîtrise technologique. Ce n'est pas une simple volonté. C'est une industrie lourde. Je m'assois, je veux... Voilà. Est-ce que je maîtrise la technologie? La première barrière, c'est celle-là. Bon, on pouvait la contourner en incitant les grands groupes automobiles à venir fabriquer chez nous. La limite, c'est qu'il y a d'autres types de pesanteurs dans ce qu'on nomme le climat des affaires, qui n'est pas très incitatif. Et il y a même la taille du marché. Je ne dirais pas la taille du marché, je dirais la structuration du marché. La structuration du marché. Parce qu'en termes de taille, si on voit le nombre, plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique, c'est quand même un bon marché. Mais sauf que quel que soit le point de l'Afrique où tu vas t'installer, tu auras du mal à atteindre les marchés. Parce que prenez un camion qui doit livrer de la marchandise sur toute l'Afrique a besoin de 1600 documents. 1600 documents s'il veut parcourir l'Afrique de manière, en termes d'autorisation de ceci, vous voyez, c'est très lourd. Mais il y a aussi... Deuxième chose, il n'y a même pas les infrastructures. C'est-à-dire que comment je fais pour transporter rapidement ma voiture fabriquée, je prends un exemple, au Cameroun, pour aller alimenter un marché qui se trouverait par exemple... La RDC. Voilà, en RDC. Restons comme en Afrique centrale. Vous voyez, donc, c'est des problèmes qui limitent le développement. Parce que c'est clair que pour faire le transfert de technologie,
il faut d'abord que ceux qui ont cette technologie commencent à fabriquer leurs voitures ici, se frotter à nous, à notre main-d'œuvre, pour qu'elle-même upgrade en matière de qualification, pour qu'on puisse alors avoir des voitures, j'allais dire, made in Cameroun. Parce que pour moi, la délocalisation... Aboudi, tu évoques des voitures made in Cameroun. Il y a eu un forum dernièrement, une foire exposition sur les voitures du made in Cameroun. Mais seulement, beaucoup d'observateurs ont été déçus parce que c'était en fait des véhicules assemblés simplement. Mais où est donc le made in Africa? Non, je vais te dire, les gens ont été déçus parce qu'en amont, ils n'ont pas la pensée critique très souvent suffisante. Vous savez, en Afrique, on est en quête de héros perdus ou alors de nouveaux héros. Et le moindre petit espoir ravive souvent beaucoup de commentaires qui, dans le fond, ne sont pas structurés. Il existe de plus en plus des concessionnaires automobiles qui implantent des usines de montage, d'assemblage et de production en Afrique. Des pays comme l'Algérie, par exemple, ont pris le leadership et aujourd'hui ont imposé à tous les concessionnaires de fabriquer les voitures localement en Algérie. Mais l'Algérie peut se le permettre, c'est un pays qui a 148 milliards de dollars de PIB, qui a une infrastructure, une architecture routière extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des véhicules pour aller les garer chez soi et dire j'ai un véhicule. Le véhicule doit être utilisé. Mais le véritable problème effectivement en Afrique, c'est que l'espace d'exploitation de cet outil est très très constraint, limité, je ne sais pas, limité. Par exemple, ce serait idéal pour vous-même d'avoir votre véhicule si vous saviez que vous pouviez démarrer aujourd'hui et vous partez au Bénin en parcourant le Nigeria, le Togo, non, directement le Bénin, parce que le Nigeria est frontalier, et même aller plus loin jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'à la frontière, on va vous arrêter, parce qu'il n'y a pas de route. Même s'il y a des routes, c'est totalement impraticable. Est-ce que les gens auront le pouvoir d'achat? Donc c'est ça le problème. Et la deuxième chose, il a raison aussi, Aristide, c'est que les marchés sont compartis. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Plus du MAG. Depuis les années 1990, des dizaines de millions de véhicules d'occasion sont importés d'Europe et d'Amérique, principalement via les ports du Cameroun, du Bénin, mais aussi du Nigeria, qui représentent les principales portes d'entrée en Afrique subsaharienne. Au passage, les États engrangent des milliards de francs CFA au titre de diverses taxes, seulement pour certains contre l'environnement, mais aussi le développement du secteur africain de l'industrie automobile. Quels sont les acteurs de cette filière? Comment est-elle organisée? Mais aussi quel impact sur l'économie et le développement des économies africaines? Des éléments de réponse dans ce reportage signé de la rédaction de Vox Africa. Cotonou, la grande métropole béninoise. Sur les principaux acteurs de la ville, ce qui frappe le plus à l'œil ces derniers temps est la floraison de véhicules plus ou moins neufs, récemment immatriculés. Ces voitures d'occasion sont importées d'Europe ou des États-Unis. Et mises en circulation en Afrique, elles sont considérées comme des véhicules neufs. Et des véhicules d'occasion au Bénin, qui en sont les principaux acteurs et que deviennent après des années d'utilisation ces voitures qui nous viennent de l'Occident. Le Bénin est un pays carrefour en Afrique de l'Ouest dans le business des véhicules d'occasion. Cette affirmation vient des gestionnaires de parcs automobiles qui détiennent les statistiques du flux des véhicules importés d'Europe ou d'Amérique. Nous sommes à Sekandji, dans la commune de Serinkoudji, à quelques encablures de Cotonou. Les véhicules d'occasion importés d'Europe ou d'Amérique sont soigneusement rangés. Une fois sortis du navire au port de Cotonou, ces véhicules sont directement convoyés ici sur les packs. Toutes les gammes s'y trouvent. Ce business permet à plusieurs corps de métier de ne plus tourner la pouce. Mécaniciens, peintres et autres commerçants d'essence de contrebande s'adonnent pleinement à leurs activités. Au Bénin, le commerce du véhicule d'occasion est pratiquement l'apanage des Libanais. La majorité des gestionnaires de parcs ou d'importateurs sont de nationalité libanaise. Cela a une explication. Ici au Bénin, les Libanais représentent 80% de la filière de véhicules d'occasion. Et si nous, on n'a pas de sécurité, on ne va jamais investir quelque part.
alors Nigeria existe toujours. Pourquoi Bénin pas Nigeria? Aussi raison de sécurité. Nous sommes ici en sécurité, il y a la stabilité aussi de CFA. Alors il y a beaucoup de avantages. On ne va pas trop plonger dans les détails des avantages, mais je pense que c'était ça le choix. Si tu vois beaucoup de Libanais, ils sont venus de partout. C'est-à-dire les commerçants de véhicules d'occasion, quand ils ont entendu que ça marche bien, ils ont commencé par venir installer au Bénin. Ils ont trouvé que c'est intéressant, il y a de facilité, il y a de rapidité, il y a de sécurité, il y a de stabilité. Ça les intéresse, pas mal d'argent. Alors c'est de là maintenant ces grands nombres de personnes, surtout Libanais qui sont là, pas ailleurs. C'est à cause de ça. Cette activité qu'est le business des véhicules d'occasion est florissante depuis des années. Les chiffres le démontrent. Plus de 300 000 véhicules sont importés et vendus chaque année. Le gros consommateur est le Nigeria. La filière de véhicules d'occasion au Bénin, c'est un secteur qui est très important, qui tourne bien. L'avantage de notre secteur, c'est la rapidité des enlèvements de véhicules et l'avantage de choix. C'est-à-dire un client qui a le choix d'acheter sa voiture, il a le choix de 100 000 véhicules. Alors il y a le choix et la rapidité d'enlèvement de véhicules. C'est ça qui intéresse les clients du Nigeria. Et deux fois aussi le prix d'achat. En plus, la formalité douanière aujourd'hui, l'État béninois a fixé la formalité de transit à 400 000 pour tout genre de véhicules. Voilà, ce qui est trop avantageux quand même. Alors moi, à mon avis, vous pouvez se renseigner auprès de la Ségub, qui sont les statistiques de tous les véhicules sortis de Bénin vers plusieurs destinations, pour vous rassurer qu'il y a un moyen de 25 000 véhicules par mois qui font l'objet de vente au Bénin. Que je pense, à mon avis, c'est un chiffre qui est très important. Le nombre de ces véhicules que nous enregistrons chaque année aussi est très important. Par exemple, pour ce qui concerne 2012, on a enregistré 281 234 véhicules en transit pour d'autres destinations. En 2013, c'est 300 093 enregistrés l'année passée, véhicules en transit. Et cette année, jusqu'à fin septembre, nous sommes déjà à 223 771 véhicules en transit sur d'autres pays. Ces voitures à bande jaune sont en transit et vont au Nigeria ou dans les pays de l'Interland. Même si la majorité des véhicules d'occasion sont achetés par les Nigérians, les Béninois aussi commencent par visiter les parcs et achètent des véhicules. Conséquence, il y a plus de bouchons sur les routes. Comparativement aux années antérieures, le parc automobile du Bénin a augmenté. Les récentes statistiques en disent long. En 2012, par exemple, nous avons immatriculé 16 000 véhicules consommés au Bénin, c'est-à-dire utilisés au Bénin. 16 000 véhicules que nous avons immatriculés. Donc 16 000 véhicules se sont ajoutés à l'ancien parc qui existait. En 2013, par exemple, c'est 17 000 véhicules que nous avons immatriculés. Donc 17 000 véhicules sont venus s'ajouter à l'ancien parc qui existait au niveau national. Et en 2014, à fin septembre, puisque 2014 n'est pas encore fini, à fin septembre 2014, nous sommes déjà à plus de 20 000 véhicules que nous avons déjà immatriculés, destinés à être utilisés sur le territoire. Donc vous voyez donc que le parc s'agrandit au jour le jour. Chaque année, il y a de nouveaux véhicules selon les statistiques que je viens de donner, et ce n'est pas évident que un nombre équivalent de ces véhicules-là se détruise chaque année. Les rues béninoises fourmillent de véhicules, plus ou moins il y a quelques années encore. Beaucoup ne roulaient pas carrosse. Cette floraison de nouvelles voitures immatriculées au Bénin se justifie par une décision des autorités béninoises pour mettre fin au désordre. Jusqu'avant 2013, ces véhicules-là le processus d'immatriculation se faisait en deux étapes.
il y a l'immatriculation provisoire et ensuite les gens font après l'immatriculation définitive. Mais il y a eu beaucoup de dérapages que nous avons enregistrés par rapport à ça. C'est bien que depuis 2013, l'État a supprimé les immatriculations provisoires. Donc si vous achetez un véhicule aujourd'hui et que vous voulez l'utiliser au Bénin, vous procédez à son immatriculation définitive immédiatement avant de le faire sortir. Et nous avons pris toutes les dispositions pour que le processus ne dépasse pas 72 heures, en tout cas pour ce qui nous concerne au niveau de la Direction générale des transports terrestres. À l'instar de certains pays africains, des tests existent aussi au Bénin en matière de réglementation de l'âge des véhicules à importer de l'Occident. Mais l'on note une souplesse dans l'application des dites lois. Aucune rigueur n'est encore de mise dans l'application stricte de la tranche d'âge des véhicules à importer. Pour l'heure, on roule jusqu'à finir ici sur un site de ferraille. Après un long ou court usage, tout dépend du type de conducteur qui a été au volant, les véhicules d'occasion terminent leur course africaine dans cet état. Éventrés et déchiquetés, les véhicules d'occasion, après plusieurs années d'usage ou un accident de circulation, sont vendus aux commerçants de la ferraille. Arrivé ici, la bagnole est laissée à la merci du marteau et du burin. Cette voiture de marque Nissan est une Pathfinder. Omar s'en occupe bien. Le Pathfinder, si j'ai commencé aujourd'hui, dans 4 heures de temps, 5 heures de temps, je veux casser la voiture. Et on va arranger seulement les... On va arranger, taper ça, plier ça encore et peser la voiture. Oui. Mais est-ce que tu gagnes combien quand tu casses une voiture? Bon, là, on cassait la voiture à 15 000 comme ça. Ces caisses sont en voie d'être désossées. Des véhicules acquis à plusieurs millions de francs CFA sont bradés à 100 ou 200 000 francs. Les commerçants de la ferraille organisent aussi son marché. La ferraille, un autre business. Pour casser là, on peut trouver 240 ou bien 300 comme ça. 300 000 francs CFA. Dès l'abord, quand le client cède sa voiture sur un pareil site, le véhicule est automatiquement dépiécé. Toutes les pièces non encore hors d'usage sont revendues. Ce monsieur est venu acheter les phares de cette Rover. Le commerçant de la ferraille n'a besoin que du fer qu'il va revendre à des Indiens ou des Pakistanais. Dans ce secteur d'activité sont beaucoup plus présents les Nigériens. À côté de ce genre de sites de regroupement, la précollecte des objets rouillés et autres métaux hors d'usage se fait par des ambulants avec des pousse-pousse. Une fois terminé le découpage en morceaux, toute la ferraille est convoyée sur les grands sites d'achat en gros. Ici, on charge les véhicules cassés dans des conteneurs. On travaille également les objets en fer pour en extraire la partie exploitable. C'est avec ces métaux que les nouveaux véhicules et engins à 2 roues sont maintenant fabriqués. C'est un recyclage qu'ils font. Ils nous les envoient par exemple en barre de fer ou en autre matériel que même dans les motos qui arrivent, vous voyez que la plupart de ces motos ne sont plus en fer. C'est diminuer un peu le fer puis le plastique après. Les partenaires directs de Francis sont des Indiens. Ce sont eux qui achètent les conteneurs de ferraille qu'ils exportent. Un conteneur bien chargé doit passer à la bascule afin qu'on détermine son poids, facteur important pour connaître le montant d'achat de la ferraille. Le Nigérien, gros consommateur des véhicules d'occasion, est aussi le grand fournisseur de ferraille au Bénin. Mais depuis que le président nigérien a interdit l'exportation de ces ferrailles dans les pays limitrophes, le commerce a quelque peu chuté. On achète de la ferraille d'ici et quelques ferrailles qui viennent du Niger, mais ce n'est pas de la ferraille de la bonne qualité. La bonne qualité vient toujours du Nigeria. Voilà. Et ça punit un peu le marché, puisque le prix s'est effondré depuis 3 ans, 2 ans environ. Le prix s'est effondré jusqu'à ce jour. Après le pont bascule, le conteneur est prêt à être chargé dans un navire pour un voyage vers l'Inde, la Chine ou les pays des 3 dragons. Sur retour vers l'Occident, des débris du véhicule d'occasion acheté sur un pack à Sekandji
prouve que l'Afrique n'est plus le dépotoir des Occidentaux. Mais il faut nuancer. D'aucuns estiment que c'est une politique pour appauvrir davantage l'Afrique. Eux, ils gardent leurs ressources, ils ne veulent pas les utiliser et ils viennent chercher nos ressources qu'ils s'en vont encore, comment dirais-je, qu'ils s'en vont encore recycler et nous renvoyer. Donc c'est une politique selon laquelle ils seront toujours les superpuissances. Le commerce des véhicules d'occasion, accompagné quelque peu de business de ferraille, apporte beaucoup de devises à l'économie béninoise. L'ex-Dahomey reste une destination importante en Afrique de l'Ouest à cause certainement de sa proximité avec le Nigeria. Mais ces différents commerces affranchissent-ils l'Afrique ou la province? Les questions restent en suspens. De retour sur ce plateau, nous entamons la deuxième partie de ce programme, une partie interactive avec trois invités, des hommes de médias. À ma droite, Idriss Linge, journaliste, agence Ecofin. En face de lui, on a Aboudi Otou, qui est journaliste, expert des APE. Et juste au fond, Philippe Soua, journaliste, analyste économique. Vous avez regardé avec nous ce reportage. Quelle est l'impression que cela vous a laissé, Idriss? Le problème de l'importation des véhicules en Afrique est quelque chose de connu et qui de plus en plus fait l'objet de plusieurs reportages en termes d'effets bénéfiques ou d'effets beaucoup moins bénéfiques. Là, on a quand même vu que c'est une filière, pour ce qui est du cas du Bénin, ce pays-là, qui est contrôlé par des personnes étrangères. Donc forcément, la valeur ajoutée qui est générée par le business, au-delà des impôts qui est payé à l'État, doit certainement être rapatriée par ces personnes qui ne sont pas béninoises, qui sont libanaises et qui servent dans les intérêts de notre pays. Et en plus, même quand les véhicules ont atteint un stade marginal, c'est-à-dire le stade où on ne peut plus rien faire avec, on désosse le véhicule et la bonne partie repart dans un autre pays étranger qu'est l'Inde, qui par la suite se propose de fabriquer des véhicules low cost qui vont être revendus en Afrique. Donc je pense que c'est un sentiment mixte, hein. C'est de dire que quelque part peut-être l'Afrique ou alors a raté pendant longtemps l'opportunité de tirer avantage d'une situation qui au départ était défavorable pour les marchés européens. Ok, je me retourne vers toi, Aboudi. Quel est l'état des lieux de l'importation des véhicules d'occasion en Afrique? Alors, il faut dire que les chiffres à ma possession font état d'environ 4 millions de véhicules importés d'Europe. C'est les chiffres que j'ai. Je connais moins le marché américain. 4 millions de véhicules par an d'importation, d'occasion importés d'Europe. Donc je crois que c'est quand même un volume très important. D'ailleurs, l'autre indicateur, c'est que les véhicules, hein, c'est le troisième produit importé d'Europe. Le troisième produit d'importation pour l'Afrique. Par exemple, en 2011, c'était un marché de 44,8 milliards de dollars. En 2012, 52,1 milliards de dollars. En 2013, 48,8 milliards de dollars. Donc, c'est un marché, ma foi, important. Si l'on ramène ça au PIB de l'Afrique, c'est vrai que ce n'est pas important en termes, si on prend le marché mondial de l'automobile, mais si on ramène ça au PIB de l'Afrique, c'est un marché important. Oui, tu le dis, Aboudi, c'est important. Philippe, est-ce que l'Afrique importe trop de véhicules d'occasion? Non. Et je crois qu'il faut peut-être éviter d'être alarmiste sur la question, parce que il y a un besoin, celui de la mobilité, et on n'a pas toujours sur le continent une hausse en termes de production locale qui permettent d'assurer les besoins en termes de mobilité. Je ne parle pas seulement de la mobilité des individus, mais je parle de tout ce qui est transport de fret, tout ce qui est transit. Et il faut bien donc qu'on puisse régler ce problème.
Ensuite, il ne faut pas, je crois, peut-être aborder la question avec cette pointe morale qui fait qu'on perçoive toujours le véhicule de seconde main, parce que si bien même nous ne parlions que de véhicules neufs, je crois que ça ne poserait de problème à personne, mais même les véhicules de seconde main, il ne faut pas toujours les aborder avec ce regard moral ou moralisateur qui le perçoit d'emblée comme un danger, parce que compte tenu... Peut-être qu'on le regarde ainsi parce que sa période de vie est déjà amortie. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Sa période de vie, très souvent, est amortie lorsque le véhicule est déjà sur le continent. Mais la plupart du temps, quand vous regardez le changement de gamme, par exemple en Europe maintenant, au bout de 3 ans, on a changé une gamme. Et le véhicule est encore en plein dans sa durée de vie. En même temps, le niveau d'agressivité des véhicules dans un environnement comme l'Europe, les États-Unis, le Japon, n'est pas le même en Afrique. Et donc, on change en fonction d'un certain nombre de standings en termes de confort. Pas toujours parce qu'en termes de mécanique, il y a quelque chose de déficient. Je veux dire qu'un véhicule n'ait pas de GPS. En Europe, aujourd'hui, c'est un problème. Enfin, vous imaginez que le GPS chez nous, même pour l'armée, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc, il ne faut pas voir parce qu'on décide qu'une gamme, il faut maintenant qu'elle soit équipée de GPS ou de caméras de recul. Et donc, ou même en termes de taux de pollution, le rejet si on décide de le retirer du marché en Occident, que forcément on doit le retirer chez nous. Parce qu'en termes de capacité essentielle, le freinage, la motricité, la charge utile, j'ai même envie de dire le confort. Quand on voit dans quelles conditions les gens se déplacent chez nous. Donc moi je suis plutôt réaliste et pragmatique sur la question et je dis on n'importe pas trop. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est de suivre, c'est-à-dire que autant accepter d'importer, mais de retirer progressivement, parce que l'embêtant, c'est que chez nous, vous avez un véhicule de seconde main qui arrive et qui fait encore 25 ans. Justement, là, tu es en train de me dévancer. Je voulais poser la question de savoir, est-ce que cela ne fait pas de l'Afrique le dépotoir du marché des véhicules? Non, je sais pas, mais je pense qu'il faut bien suivre l'analyse de Philippe, qui est assez importante. Il n'est pas allé plus loin, d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre que les premiers consommateurs aujourd'hui des véhicules d'occasion qui ressortent des marchés européens, ce n'est pas forcément l'Afrique. Ça, il faut quand même le dire. C'est d'abord l'Europe elle-même aujourd'hui, notamment pour des pays où les revenus sont limités, comme la Pologne, la Roumanie, l'Albanie et tout le reste. Bien qu'il y ait des structures de montage dans ces pays-là, il a été aujourd'hui développé une chaîne de valeur qui consiste à faire du recyclage des véhicules. D'ailleurs, l'expression la plus forte de cette nouvelle tendance, peut-être que les jeunes la connaissent, c'est l'émission de MTV Pimp My Ride, où un garagiste de East Coast, les gens écrivent pour qu'on prenne leur vieux véhicule et qu'on aille leur redonner une seconde vie. Cela est devenu carrément toute une chaîne de valeur. Et donc, dire que l'Afrique est la poubelle, c'est un peu comme si les Européens décidaient que tout ce qui n'est pas bon pour eux, ils vont la reverser chez nous. Il existe une filière de poubellisation, si je peux utiliser le mot, de l'Afrique et des autres parties du monde par les économies occidentales. Ça, c'est vrai. Nous avons beaucoup de scandales. En Côte d'Ivoire, au Ghana, nous avons pas mal d'histoires là-dessus. Voilà. Mais pour les véhicules, effectivement, tu vois, il semble finalement que il y a eu une émergence d'une classe moyenne qui a stagné à un certain moment en Afrique. Et du coup, aujourd'hui, les indicateurs de réussite, c'est avoir un boulot, une femme, une maison. Une voiture. Et surtout une voiture. Je vous prends mon cas, moi je vais encore à pied. C'est un scandale pour beaucoup de gens qui se disent, mais attends, un grand journaliste comme toi, tu vas encore à pied. Et je vais combattre cela. Alors aujourd'hui, si je vais acheter un véhicule, la différence avec les pays européens, c'est que le crédit à la consommation est une effectivité. On fait d'ailleurs la promo du crédit à taux zéro. Par contre, et voyez quand on voit les publicités des voitures dans les chaînes françaises, on vous dit vous pouvez avoir telle nouvelle voiture très high-tech à partir de 100 € par mois.
Mais si vous voulez avoir un véhicule au Cameroun, au Bénin, ou n'importe où, la preuve au Bénin, où on importe le max des véhicules, 60% des gens vont en moto, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour ça. Donc du coup, imaginons le cas du Cameroun par exemple, vous voulez acheter un véhicule, vous devez payer comptant. Et ce n'est pas toujours évident pour les gens de mobiliser. Des différentes administrations en charge de veiller maintenant sur la sécurité des personnes techniques et tout le reste. Font en sorte que précisément, quelqu'un qui devait faire la vidange au bout de, je sais pas moi, 5000 km, se retrouve à ne pas la faire au bout de 10 000 km. Et le jour où un accident arrive vite, on va bien constater qu'il y avait un défaut de visite technique. Que les gens ici se retrouvent au volant sans avoir de permis de conduire, ce qui ailleurs est impensable. N'est-ce pas? Ce ne sera pas la faute du véhicule. Et que les gens ont des problèmes d'éclairage, de tout ce qui est panne électrique et tout le reste là. Donc, il faut dissocier ce type de véhicules de seconde main qui sont déjà sur notre marché. Donc, si vous prenez un véhicule qui a déjà fait, disons, 5 ans en Occident, qui arrive ici et qu'on devrait, nous, sortir maintenant du circuit au bout de 5 nouvelles années, donc, le véhicule a fait à peu près 10 ans, vous n'avez aucune raison de justifier pourquoi, si je prends le cas du Cameroun, notre parc automobile qui fait le transport interurbain a une moyenne d'âge de 15 à 20 ans. Ce n'est pas parce que ce sont des véhicules d'occasion, mais c'est que c'est des véhicules qui sont censés être retirés depuis parce que précisément ceux qui les ont acquis, ont amorti, sont censés acheter de nouvelles véhicules. Et n'ont pas les moyens de le faire. Et ils n'ont peut-être pas les moyens de le faire. Non, pas qu'ils n'ont pas, il y a. Parce que les constructeurs, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont rendus compte de quoi? Que ce qui renchérissait le coût des véhicules, c'est tous les gadgets qu'ils mettent dedans. C'est pour ça que certains font des véhicules pour les marchés où le pouvoir d'achat est moindre. Bon, on ne va pas citer de marque, mais vous avez vu une marque française faire des véhicules, j'allais dire, à moindre coût, destinés précisément pour les marchés comme les marchés africains. Pour essayer, parce que, effectivement, ils se sont rendus compte que quand les véhicules d'occasion arrivaient, ça empêchait les gens qui aspiraient à acheter des véhicules neufs de se doter de véhicules. Et donc, du coup, ils ont voulu faire des véhicules neufs à un prix pas tout à fait compétitif, mais acceptable, de manière à se jouer maintenant sur le fait que entre un véhicule d'occasion que vous prendrez avec les risques ou bien la hantise qu'on peut développer là, et un véhicule neuf qui vous demanderait un petit supplément financier, vous aurez quand même le goût d'avoir un véhicule neuf plutôt qu'un véhicule d'occasion. Il y a Aboudi là qui semble ne pas parce d'accord que, en fait, le développement de Philippe, il est dans l'idéalisme. Moi, je veux revenir dans la factualité. C'est-à-dire, ce n'est que très récemment qu'on a commencé à limiter, enfin, à décourager l'importation des véhicules d'un certain type d'âge. Et à réduire les... Oui. Jusqu'ici, quelqu'un aurait pu aller en Europe, prendre un véhicule de 30 ans, l'amener sur notre marché. Ce n'était pas interdit. Oui. Donc, il faut me donner des statistiques qui montrent que le parc automobile est le plus de véhicules d'occasion et dans la fourchette des âges que vous évoquez là. Non, non, je pense à Boudiké, d'abord, il faut faire d'amalgame. Il y a beaucoup de véhicules en Afrique d'occasion, notamment ces espèces de bus qu'on retrouve dans les grandes villes africaines, Cotonou, Douala, Dakar, Abidjan, peut-être pas Abidjan, je ne me rappelle pas, mais qui viennent d'Asie du Sud-Est. Hein, il ne faut pas non plus mélanger le tout. Et c'est des voitures tropicalisées. J'ai d'ailleurs rencontré le DG d'une entreprise chinoise qui tropicalise des voitures chinoises pour les revendre sur le marché africain. Et son business marche très bien. Je ne vais pas donner le nom de l'entreprise. Donc il ne faut pas confondre. Il y a une grosse part des véhicules d'occasion qui viennent déjà d'Asie. Ça, il faut le noter. Maintenant, revenons quand même sur les standards. C'est-à-dire que, au final, nous avons une classe moyenne, comme je disais, qui grandit et qui a besoin d'accéder à un type de confort. Un type de confort, par le GPS, la musique insonorisée, V14 et tout ça. Voilà. Donc, du coup, la seule possibilité pour eux de véritablement acquérir une automobile, c'est effectivement d'avoir des véhicules qui ont déjà eu un type d'utilisation, mais qui ne sont pas abandonnés parce qu'elles ne sont plus viables. Parce qu'il faut quand même comprendre que le cadre d'utilisation des véhicules en Europe est un cadre extrêmement contrôlé. Oui, mais pourquoi une fixation sur l'Europe alors que vous venez de démontrer que les véhicules d'occasion viennent de partout? Non, non, parce que je crois que jusqu'ici, le gros des véhicules importés en Afrique viennent principalement d'Europe et ensuite d'Amérique. À usage personnel, oui. Justement, oui. Voilà. Maintenant, donc, avant d'aborder
un deuxième aspect, notamment l'impact économique de cette filière. On va prendre une petite transition. De retour sur ce plateau, nous allons parler maintenant de l'impact des filières d'importation des véhicules d'occasion en Afrique. Il faut peut-être le dire, ce sont des filières qui sous-tendent d'autres, notamment la vente des pièces détachées. Oui, mais peut-être qu'avant les pièces détachées, il faut d'abord relever, et je crois que votre reportage a bien planté le décor, que dans une large mesure, c'est une filière qui échappe, n'est-ce pas, aux nationaux africains. Ensuite, c'est une filière qui n'est pas particulièrement régulée, n'est pas structurée. Tout au plus, chacun arrive en Occident, essaye de récupérer ce qu'il peut, et ramène sur le continent et essaye de vendre comme il peut. C'est un problème parce que il y a certes les taxes que les États peuvent récupérer, mais après on s'est rendu compte que c'est une filière, à cause de ce manque de structuration, qui charrie un certain nombre de risques. Par exemple, en termes de criminalité financière, en termes de blanchiment d'argent. Et donc, il ne faut pas, en tout cas moi, je ne vois pas d'abord la filière de pièces détachées. Nous n'en fabriquons pas sur le continent. On importe également. Oui, nous en importons. Et même ce marché des pièces détachées peut, dans une certaine mesure, être, comment dire ça, de refuge, toujours dans la logique de la criminalité. Parce que j'ai écouté tout à l'heure et je n'ai pas compris comment, dans le reportage, vous achetez un véhicule, je prends à 1 million de francs CFA, pour nous ici, ou bien 6 500 000, donc à peu près 1 million d'euros, non, 100 000 euros. 100 000, quelque chose comme ça. 10 000 euros. 10 000 euros pour ceux qui nous écoutent ailleurs. Et que vous alliez le vendre à un dessouceur ou à un casseur pour une bouchée de pain. Je veux dire que quand bien même il est socal, il garde une certaine valeur qui dépasse le prix que moi j'ai suivi. Mais cela ne s'explique souvent que parce que ce sont des véhicules volés. Et donc, il y a, en termes d'impact, un besoin que les États suivent de très près, n'est-ce pas, cette filière. Mais ça, c'est parce que, et comme Aboudji l'a dit lors de la première partie, c'est parce que ce n'est que maintenant que les États... 8 millions pour payer un véhicule. Donc, est-ce que l'Europe fait de l'Afrique sa poubelle? Je pense que c'est un concours de circonstances où finalement plusieurs acteurs tirent leur avantage. Mais comme les gouvernements africains sont toujours en retard sur l'organisation et la structuration des activités économiques, c'est négativiste. Ok. Oui, en fait, ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a quand même une demande, puisque les chiffres que j'ai montrés tout à l'heure montrent qu'il y a une demande. Mais même si je suis d'accord avec Philippe et Idriss sur le fait qu'il y a un ensemble de difficultés qui limitent le pouvoir d'achat au niveau de l'Afrique et qui peut justifier qu'on ait recours à des voitures d'occasion, on peut pousser l'analyse plus loin. C'est-à-dire que puisqu'on a identifié un besoin, comment l'Afrique s'organise pour offrir une alternative en matière d'approvisionnement en véhicules à ces populations à un coût réduit? Est-ce que la seule alternative, c'est l'importation de véhicules d'occasion? Il me semble que non. Il me semble que non. En tout cas, tel que c'est fait là aujourd'hui, il me semble qu'on peut faire mieux. On peut adresser la question d'une autre façon. Je crois que c'est la solution la plus paresseuse, de mon point de vue, que les gouvernants africains ont développé. Parce que, certains estiment que les marchés ne sont pas importants pour pouvoir développer une industrie localement. Je dis que les marchés ne sont pas importants si on les regarde tels qu'ils sont segmentés aujourd'hui. On va justement en venir sur la problématique du développement de l'industrie automobile africaine. Mais avant, je voudrais poser une question. Est-ce qu'au final, le véhicule d'occasion s'avère moins cher?
Bon, je pense que on peut voir la question de deux façons. Même si c'est plus cher, il y a l'amortissement, puisqu'on paye, la... Ça fait que ça demande plus d'efforts en termes de mobilisation de capitaux. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'en Afrique, on paye la voiture comment? Rarement, le crédit est étalé sur une durée. On paye cash. C'est-à-dire que si je veux avoir une voiture neuve de 30 millions, je dois avoir les 30 millions dans un sac pour payer un véhicule. Vous comprenez? Or, avec la voiture d'occasion, il me faut mobiliser moins d'argent. Même si ça va me coûter cher plus tard, comme c'est étalé sur le temps. C'est effectivement une question de coût d'opportunité. Voilà, Par exemple, si vous voulez prendre, c'est ce qu'il dit Aboudi, si vous voulez prendre un véhicule et faire le transport entre, je prends le nom d'un village camerounais, Akom 2 et Ebolova, ok? C'est une route totalement mauvaise, il vous faut un véhicule d'un type qui n'a pas de GPS, ça c'est sûr, et qui n'a pas les derniers gadgets électroniques, vous n'avez pas besoin de ça. Et du coup, vous pouvez aussi acheter le dernier véhicule, dernier cri et tout qui coûte 27 millions, mais à l'immédiat, vous n'avez pas les 27 millions et vous ne les trouverez nulle part. Alors, le peu d'argent que vous avez vous permet par exemple d'acquérir un véhicule d'occasion qui en plus peut vous permettre de mener l'activité à laquelle vous aspirez. En termes de gain d'opportunité, effectivement, le véhicule d'occasion ne coûte pas plus cher. Et même finalement sur la durée, parce que ces véhicules sont utilisés au-delà de ce qu'on appelle l'utilité marginale. Je vais vous expliquer. Normalement, quand vous achetez un véhicule, vous supposez qu'au bout de 5 ans, franchement, l'envie de l'avoir, vous l'aurez bien utilisé, etc. Mais chez nous, parfois, l'utilité d'un véhicule est prolongée sur les 20, 15 prochaines années. On l'utilise à l'extrême. Donc, du coup, pour calculer vraiment le coût de cherté des véhicules en Afrique, il ne faut pas seulement voir que, ouais, on achète des véhicules, après il faut acheter des pièces détachées. La pièce détachée fait partie intégrante de maintenance. En Europe, quand vous avez un véhicule, vous êtes obligé de faire de la maintenance. C'est-à-dire, aller faire la visite, c'est au moins 200 €. Payer le parking, c'est au moins 300 €. C'est toutes des choses qu'on n'a pas chez nous en Afrique. En Afrique, tu gares dans un village, tu gares. Personne ne va venir t'embêter. Philippe, tu as une réaction? S'il te plaît. Il y a quelque chose qui ne ressort pas dans l'évaluation qui a été faite par Idriss, c'est que Idriss évalue les coûts directs, économiques directs. Mais en termes de... Prenons la sécurité routière. Alors, les voitures d'occasion sont un problème qui génère des coûts importants. Parce que, oui, excusez-moi des gens meurent. Parce que je l'ai vu venir. Non, il faut analyser les questions de manière... l'impact global sur l'économie. Oui. Parce que quand un citoyen bien formé pendant des années décède dans un accident de circulation dû à une défaillance technique parce qu'on a importé une voiture de mauvaise qualité ou qu'on n'a pas un système de suivi qui permet de limiter, de sortir du marché en fait les voitures. D'ailleurs, quelqu'un a dit que... Bon, mais je te rappelle que des constructeurs automobiles européens ou japonais ont rappelé des véhicules à cause des problèmes de freinage. Ça, c'est des véhicules neufs. Mais dans ce cas précis, des véhicules d'occasion ont forcément déjà des tares au niveau des pièces. Parce que s'ils sont occasion, ils ont été utilisés. Du coup, peut-être que même la sécurité a été revue à la baisse. Non, mais je crois que c'est ce que... Justement, peut-être Philippe, je crois qu'il faut faire attention. Ce sont des véhicules qui roulent. C'est que pour... Bon, est-ce que l'essentiel, donc, c'est que le véhicule doit rouler? Non, c'est la rigueur de la réglementation ou bien les promotions. Vous savez qu'en Occident, lorsqu'une gamme est sur le marché, le constructeur fait de la promo, vous dit, vous me ramenez votre ancien véhicule, je vous en donne un neuf, par exemple. Et il envoie l'autre à la casse. Ce n'est pas que le vôtre était sous cale. C'est juste qu'il a de nouvelles marques sur le marché. Il veut promouvoir un certain nombre de choses en termes d'innovation. Donc, il vous incite à vous débarrasser de l'ancien. Il faut alimenter l'industrie automobile vit de la croissance des ventes. Et il a raison, Philippe. Il faut alimenter. Mais maintenant, il faut évaluer la rigueur même de la régulation d'utilisation. Oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'un véhicule, vous verrez qu'un véhicule qui a été utilisé pendant 10 ans en Allemagne,
il peut être très très neuf d'ailleurs, hein, parce que la moindre défaillance est réparée par une pièce tout aussi neuve, quoi. Vous voyez, il n'y a pas vraiment... Vous savez, après il faut évaluer quel est l'âge de vieillesse d'un véhicule en vrai. Non, vous voyez, je crois qu'il faut dissocier. J'ai dit c'est ici que les véhicules deviennent maintenant dangereux, au sens de ce qu'a... Parce qu'on ne fait pas la vidange. Précisément parce que quand ils arrivent, ils sont dans un état, disons, encore acceptable. Mais la négligence, aussi bien des propriétaires